Donc, le déroulé de la présentation qu'on fait ce soir, c'est un peu sous un format, disons, relativement court, hein, mais qui nous permet à la fois de présenter des choses intéressantes et puis d'avoir 20 à 25 minutes de questions. Donc, l'idée, c'est d'avoir entre 30 et 40 minutes sur la présentation. Puis d'avoir voilà, entre 20 minutes, une demi-heure de questions. Bon, je pense que, enfin, en tout cas, c'est pas gênant si on dépasse un peu, il n'y a pas de problème. Pour toutes les questions, donc moi je vais faire cette présentation. Je vous propose de noter vos questions dans le chat. Voilà. Et Wo va les noter, les enregistrer. Vraiment, merci à lui. Et il me les reposera à la fin, et comme ça, je pourrai y répondre ou vous donner des informations pour savoir où vous pouvez trouver la réponse. Voilà. Donc, je vais commencer cette présentation. Donc, il s'agit, j'avais mis climat et enjeux dans le titre du webinaire. Il s'agit effectivement du réchauffement climatique et des enjeux du dérèglement climatique. Bon, alors avant de commencer cette présentation, je vais vous présenter le collectif citoyen pour le climat et puis et vous dire moi aussi ce que j'y fais. Donc le collectif citoyen pour le climat, il a commencé en septembre 2018 suite à la démission de Nicolas Hulot et des premières marches pour le climat qui ont suivi. À l'été 2018, il y a eu aussi des événements climatiques assez importants, des incendies, Portugal, Californie, et ça, voilà, ça fait un espèce de nombre de chocs. Nicolas Hulot disait qu'il attendait que la société civile et qu'il avait besoin de son soutien, que cette société se réveille. Et en fait, effectivement, il y a les citoyens qui se sont réveillés, qui ont commencé à organiser des marches en septembre, en octobre et en décembre 2018. Et elles se sont regroupées en fait sur les réseaux sociaux au départ. Voilà. Et puis en janvier 2019, hein, donc ça fait plus d'un an maintenant, bien plus, on a, au-delà en fait de l'organisation de ces marches, on a commencé à réfléchir, même un peu avant, on a commencé à réfléchir à d'autres sujets de mobilisation. Voilà, et en janvier, on a travaillé sur ce qu'on appelle le kiosque des sciences, donc qui est une série de 8 posters sur le réchauffement climatique et qu'on présente dans des événements publics pour informer les gens. Voilà. Le collectif, il a un fort ancrage local, donc il est là dans 200 villes. L'idée, c'est d'avoir une approche scientifique, factuelle, et dans lequel on donne toujours les références de ce qu'on présente. Voilà. Et sur ce kiosque, voilà, bon, je vais continuer, voilà. Donc, les actions qu'on a, c'est donc la co-organisation des marches. On essaye de faire du lobbying auprès des politiques. Donc, on a travaillé sur la loi mobilité. On travaille actuellement sur la PAC, qui va se jouer là en Europe, à la Commission européenne. Et puis, on a un travail de médiation scientifique qui est organisé par le pôle sciences de Citoyens pour le climat. On travaille sur la traduction des résumés des rapports du GIEC, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le GIEC fait des résumés. Donc le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental pour l'évolution du climat, sur l'évolution du climat. Ils font des résumés à l'intention des décideurs. Ces résumés, ils sont en anglais, mais le gouvernement français ne traduit pas ces résumés en français. Donc, il y a des citoyens qui ont décidé de faire ces traductions. Donc, CPLC, Citoyens pour le climat, participe à ces traductions. On a ce kiosque des sciences dont je vous parlais, qui est une série de 8 posters que vous pourrez retrouver sur le site de Citoyens pour le climat.
Et puis, on a aussi d'autres modes de médiation. On a des jeux, la bataille du climat, le climat poli, question pour un glaçon. Voilà, toutes sortes de choses qui nous permettent d'intervenir sur du grand public. Et puis, on a décliné évidemment là, en temps de confinement, ces webinaires qui vous présentent en fait une partie de ce qu'il y a sur ces posters du kiosque des sciences. Voilà, on fait également des interventions dans les collèges et les lycées et les universités. Et ça, c'est ce qu'on voulait dérouler en fait cette année. Donc, on a été un petit peu, on avait commencé à le faire et puis là, ben, c'est un peu en pause. Et puis, on travaille aussi avec la responsabilité sociale et environnementale des entreprises pour faire des présentations. Ces présentations dans les entreprises, on essaye de les rendre payantes. En revanche, tout ce qui est présentation grand public, lycée, collège, etc., c'est gratuit. On a une marraine qui est Valérie Masson-Delmotte, donc qui est la coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC. Le groupe de travail numéro 1, c'est ceux qui travaillent sur la modélisation du climat. Donc, c'est vraiment la partie scientifique. Donc, le GIEC, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et en anglais, c'est IPCC. Donc, en fait, le site Internet, vous retrouvez IPCC.com pour retrouver tous les rapports qui sont publics. Et là, on a une petite photo, en fait, c'est le kiosque des sciences qui est présenté. Donc, on était à la Fête de l'Humanité. Vous voyez, donc on a ce portique avec des posters accrochés avec des graphiques dessus. On va en voir une petite partie là. Voilà, quant à moi, donc je ne me suis pas présenté, Thomas Collin de Verdière. Je suis ingénieur en informatique, donc ça c'est mon métier. Et donc je suis bénévole pour Citoyens pour le climat. J'ai rejoint l'association, enfin au départ c'était un mouvement, c'était même pas une association, en décembre 2018 sur la marche de décembre. Et j'ai commencé en fait à animer à faire de la médiation scientifique à partir de mai à peu près 2019. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que je n'ai pas dit? Je regarde un peu mes notes là-dessus. Voilà, sur le collectif, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est apartisan. Bien que effectivement on touche finalement de près à la politique, hein, puisqu'il faut essayer de mettre ça en œuvre. Voilà, le but c'est vraiment d'informer les gens et de rester apartisan. Voilà. Donc je vais commencer directement. Donc directement dans le sujet. Dans le vif du sujet. Alors, est-ce qu'on est sûr qu'il existe un réchauffement climatique? Donc, on voit ce graphe à droite. Ce graphe, il présente, en fait, c'est une moyenne. On a 5 jeux de données qu'utilise le GIEC. Ces 5 jeux de données permettent de faire une moyenne de la surface de la température à la température moyenne à la surface du globe. Pour calculer en fait cette courbe qui repose, on voit que c'est juste 1 degré de réchauffement. En fait, on calcule, on va regarder en fait les anomalies de température. Donc, c'est relativement compliqué de pouvoir déterminer qu'il y a 1 degré de réchauffement sur 120 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend sur des périodes assez larges, de 30 ans à peu près, et sur ces périodes, on arrive et on regarde quelles sont les températures qui sont en anomalie par rapport à la moyenne des températures et par rapport aux écarts-types des températures qui ont lieu. Puisque d'une année sur l'autre, en fait, on peut avoir des variations très fortes sur un 15 juillet. Donc, on essaye de déterminer ces anomalies de température.
les 5 jeux de données qu'on voit à droite, en fait, qui sont indiqués à droite, Berkeley Earth, NOAA, etc., en fait, montrent tous cette même progression. Et donc là, la courbe rouge, c'est un petit tracé. On voit qu'il y a 1 degré de réchauffement à peu près entre 1880 et aujourd'hui. Voilà. Le GIEC dispose d'autres types de données, notamment par exemple sur l'Antarctique, sur les océans. Voilà, il y a différents jeux de données qu'ils utilisent aussi pour faire leurs études. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'il existe un réchauffement climatique? Oui, on a un réchauffement de 1 degré à l'heure actuelle par rapport à l'ère pré-industrielle. Est-ce qu'on est sûr qu'il soit dû à l'effet de serre? Donc, c'est effectivement une bonne question. Ici, on a un graphe. Donc, ce que vous voyez en noir, la courbe en noir, c'est exactement la même courbe que de température qu'on voyait avant. En jaune, c'est la modélisation en fait des températures en utilisant différents facteurs. Et en rouge, la courbe, c'est la moyenne de ces modélisations. Là, la courbe qu'on trouve en dessous, donc en noir, c'est toujours la même courbe, celle des températures. En bleu, c'est la même modélisation, les mêmes modèles utilisés, mais cette fois sans les gaz à effet de serre. Donc là, on voit que si dans le modèle, on n'utilise pas les gaz à effet de serre, enfin le calcul du modèle sur les gaz à effet de serre, la courbe bleue qu'on voit un peu plus foncée, finalement, ne présente pas vraiment de réchauffement. Donc, on est sûr qu'effectivement, cette augmentation des températures est liée à l'effet de serre. Donc, vous voyez que là, les données qui sont utilisées en dessous viennent du rapport d'évaluation numéro 4 de 2007 du GIEC. Est-ce qu'on est sûr que cet effet de serre soit largement dû au CO2? Donc, ce qu'on présente là à droite, c'est les différents gaz à effet de serre, et c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Donc, le forçage radiatif, c'est quoi? C'est ce qui vient en plus de l'effet de serre naturel sur la planète. Donc, c'est ce qui réchauffe un petit peu en plus. Donc, il faut savoir qu'il y a naturellement sur Terre un effet de serre. Si on n'avait pas cet effet de serre, la température sur Terre serait environ à moins 18 degrés. Voilà, donc il y aurait probablement pas de vie sur Terre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? Donc en abscisse, en abscisse, on a, attendez que je reprenne un peu mes petites notes. Oui, voilà, l'échelle est en watts par mètre carré. Voilà, donc ça va de environ moins 0,9 watts mètre carré à 1,9 watts mètre carré. Donc tout ce qui se trouve à gauche refroidit, tout ce qui se trouve à droite réchauffe. Donc on voit en haut en fait que le CO2 représente, c'est celui qui est tout en haut, représente en fait la majeure partie de ce réchauffement. Il est à 1,7 watts par mètre carré, ce qui représente à peu près 75% du forçage radiatif total. Ensuite, on a d'autres gaz dont je parlais un peu tout à l'heure, notamment juste en dessous le méthane, qui joue aussi un rôle important. Et voilà. Et donc le méthane, c'est le CH4, c'est le gaz naturel. Et voilà. Et d'autres gaz dont je parlerai tout à l'heure. Donc, on voit en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a également des petits écarts types, c'est les petites barres noires qui indiquent éventuellement les petites marges d'erreur. Voilà, mais on voit que en fait, le CO2 représente la majeure partie de ce réchauffement.
Donc, on sait très bien… voilà, maintenant, on va voir… Oui, je vais juste rajouter une chose, c'est que ici, on sait très bien, en fait, comment un gaz réagit aux rayons infrarouges. Donc, en fait, on a très bien étudié comment fonctionnent les émissions lorsqu'un gaz, lorsqu'on envoie des rayons infrarouges sur un gaz. Voilà, donc l'effet de serre, c'est quelque chose qui est vraiment très connu. Le GIEC, il a été créé il y a en 1988, donc ça fait déjà maintenant 30 ans. Et en fait, les rapports du GIEC en fait, ils disent toujours la même chose, sauf qu'ils précisent en fait les modèles. Ils sont de plus en plus précis sur le CO2, sur le méthane, l'origine, enfin voilà, sur tous les modèles en fait, la modélisation qu'on a vue sur le graphe auparavant. En fait, voilà, ils sont de plus en plus précis. Voilà, ce qu'on s'aperçoit également, c'est que les graphes qu'on a, celui-ci, en fait, arrive aussi très bien, les modélisations qu'on voit en jaune, on voit que ça arrive très bien à modéliser les températures antérieures, c'est-à-dire de 1900 à 1970. Donc les modèles, en fait, ils sont vraiment fiables. Donc, est-ce qu'on est sûr que c'est dû, que cet effet de serre soit largement dû au CO2? Oui. Et voilà, bonne question. Est-ce qu'on est sûr que les émissions de CO2 soient dues à l'homme? Alors, ici, on a un graphe de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ce graphe, donc, il va de moins 1850, moins 850 000 années jusqu'à aujourd'hui, moins 850 000 ans à aujourd'hui. En ordonnée, la mesure se fait en ppm, donc c'est parties par million. Donc c'est le nombre de molécules de CO2 dans l'air. Donc c'est une molécule une molécule de CO2 pour une molécule d'air. Voilà. Donc, on voit qu'entre moins 850 000 ans jusqu'à aujourd'hui, on a une concentration qui varie environ de 20 ppm jusqu'à 300 à peu près, hein, et que ça varie pas mal d'ailleurs. Voilà. Et puis, en fait, il y a ce qu'on voit complètement à droite, c'est qu'il y a une courbe, c'est que la courbe monte en flèche, et on le voit à peine, puisque sur l'échelle de temps, en fait, c'est très peu. Et là, en fait, c'est ce qu'on précise sur ce détail-là. En fait, on le voit. On voit en fait la concentration du CO2 dans l'atmosphère entre 1700 et 2000. Et on voit que cette concentration, en fait, elle passe à peu près de 280 ppm à 400 ppm, 400-410 ppm aujourd'hui. Voilà. Alors, comment on a pu comment on a pu mesurer les concentrations de CO2 dans l'atmosphère jusqu'à moins 850 000 ans? En fait, on utilise les carottes de glace en Antarctique. Et en fait, ces carottes, elles contiennent des bulles d'air. Donc, contiennent des bulles d'air et nous permettent de dater vraiment très précisément et d'avoir très, très précisément la concentration de CO2 à ces différentes époques. Voilà. Donc, cette augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à partir de 1700, il est lié, complètement lié, en fait, au début de l'utilisation du charbon à partir de 1750 à peu près, puis du pétrole et du gaz à partir de 1850-1880. Voilà, et c'est complètement corrélé. Et à partir effectivement de 1960, enfin 1950, il y a une utilisation assez forte du pétrole. Et
Et donc, en fait, ce sont les trois énergies les trois sources des émissions de CO2. Donc oui, on est sûr que les émissions de CO2 sont dues à l'homme. Par ailleurs, on arrive à voir dans l'atmosphère la différence en fait entre on arrive à voir l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte isotopique du CO2 et du méthane également, qui en fait nous permettent de distinguer ce qui vient de la combustion des énergies fossiles de ce qui vient de la biomasse. Et en fait, l'empreinte isotopique, donc c'est des molécules qui sont un tout petit peu différentes entre elles. L'empreinte isotopique du CO2 qui vient des énergies fossiles est différente en fait de celle qui vient naturellement de la biomasse, donc de la végétation, de la dégradation de la végétation. Et c'est pareil pour le méthane, on arrive à voir ça assez précisément. Voilà, il faut savoir que même le méthane, on arrive à voir au Moyen-Âge qu'il y avait des émissions de méthane à cette époque. Ouais. Alors, est-ce que 1 degré de réchauffement, c'est beaucoup? Ben, c'est une bonne question. Donc voilà, ça c'est moins 4 degrés au niveau de la météo. Donc, est-ce que c'est un petit pull en plus? Oui, en hiver, on peut effectivement considérer. C'est un petit pull en plus. Et ça, c'est au niveau du climat. Donc, qu'est-ce que c'est en fait cette image qu'on a en bas? En fait, c'est la Terre, enfin une représentation de la Terre il y a 20 000 ans. Donc, c'est la dernière ère glaciaire, enfin il y a 22 000 ans plus exactement. C'est la dernière ère glaciaire. La Scandinavie était recouverte de 3 km de glace, le Canada également. Il y avait de la glace au-dessus de l'Angleterre, du nord de l'Angleterre, au-dessus d'une partie de l'Irlande également. Et donc, on voit, c'est tout ce qui est en blanc. Et le niveau des océans était plus bas de 100 mètres. Et on pouvait traverser à pied entre la France et l'Angleterre. Donc, il y avait à peu près 100 000 personnes en France. C'était des nomades, pas comme nous qui sommes tous sédentaires quasiment. Et puis, voilà, la végétation, c'était de la toundra. Voilà, il y avait encore des espèces qui ont disparu aujourd'hui, comme des mammouths, par exemple. Donc, la différence entre il y a 22 000 ans et aujourd'hui, la différence de température moyenne à la surface du globe, c'est seulement 4 degrés. Donc, en fait, ce réchauffement qu'il y a eu entre l'ère glaciaire et aujourd'hui, il s'est fait sur un espace de 10 000 ans à peu près. Et nous, en fait, le plus 1 degré qu'on a vu, c'est sur un temps de 120 ans. Donc, c'est vraiment beaucoup plus court. Non seulement beaucoup plus court, et en plus, à la fin du siècle, en 2100, c'est ce qu'on va voir. Il y a des prévisions, en fait, de température qui augmentent. Voilà. Donc oui, 4 degrés, c'est 1 degré, c'est beaucoup, surtout dans ce laps de temps. Ici, c'est les différentes trajectoires que le GIEC, en fait, étudie. Donc, ils font des simulations de concentration de CO2 dans l'atmosphère d'aujourd'hui, en fait, enfin, sur une période de temps, donc d'aujourd'hui jusqu'en 2100 à peu près. Le petit numéro qu'on voit, on voit donc RCP, le petit numéro qu'on voit, là, 2,6 pour le bleu foncé, ça correspond au watt par mètre carré qu'on voyait dans le graphe précédent avec les gaz. Donc, aujourd'hui, on est à environ 2,4 watts par mètre carré. Donc, c'est un peu
Voilà, c'est un peu comme si vous mettiez un radiateur d'1 kilowatt sur des carrés de 20 mètres, de 20 mètres par 20 mètres à la surface du globe. Donc, sur toutes ces petits carrés de 20 mètres par 20 mètres, vous mettez un petit radiateur d'1 kilowatt à la surface du globe et c'est ça le réchauffement actuel, à peu près. Donc, qu'est-ce que ça dit en fait là aujourd'hui? C'est que ce que dit le GIEC en fait, c'est que les trajectoires de température qu'on a aujourd'hui, en fait, si les accords de Paris étaient respectés par les engagements pris par les accords de Paris par les États étaient respectés, on arriverait à un degré de réchauffement de 3,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle en 2100. Donc, ça correspond, c'est à peu près entre la courbe bleu foncé et la courbe bleu clair. Et aujourd'hui, les pays ne tiennent pas tous leurs engagements. Donc, par exemple, la France n'a tenu qu'un tiers de ses engagements depuis 2015. Donc, les accords de Paris, ils ont été signés en 2015 lors de la COP 21. Voilà, pour juste vous resituer un petit peu ces accords, c'est les dates. Pardon. Voilà, le graphe, la trajectoire qu'on voit en rouge foncé, 8,5, c'est donc la pire, hein, on arrive entre 6 et 7. C'est ce qu'on appelle business as usual, c'est-à-dire qu'on continue tel que c'est. Voilà, il y a. Donc, voilà, c'est assez peu probable qu'on y arrive, enfin, on espère. Mais de toute façon, bien avant, on aura des difficultés dont je vais vous parler maintenant. Donc, est-ce qu'on est sûr des conséquences? Donc, le GIEC, en octobre 2018, hein, donc ce qui correspondait un peu aussi aux marches, ils ont fait un rapport sur le réchauffement à 1,5 degré et à 2 degrés. Donc, c'est les États, suite aux accords de Paris en 2015, qui ont commandé ce rapport au GIEC. Donc, il y en a un, donc c'est un rapport spécifique qui, le but était de comparer les différences entre 1,5 degré de réchauffement et 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Voilà. Donc, qu'est-ce que dit ce rapport? Donc, est-ce qu'on est sur des conséquences? Oui, pour certaines. Donc, les pluies torrentielles, alors il y en aura en Amérique, dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, en Amérique du Nord, dans l'est de l'Asie, et notamment. Les vagues de chaleur, elles seront en fait à 1,5 degré, on aura des amplitudes de 3 degrés, et à 2 degrés, on aura des amplitudes de 4 degrés. À 3 degrés d'échauffement, des amplitudes de 6 degrés. Il faut quasiment multiplier par 2. Voilà, donc ce qui donne un peu l'idée de ce qu'on va avoir l'été, par exemple, à Paris, avec des vagues de chaleur bien plus importantes. Donc, on va avoir à la fois ces phénomènes qui vont avoir des amplitudes plus importantes, mais aussi des fréquences, à la fois des intensités et des fréquences plus importantes. Là, c'est les incendies. Donc, c'est ce que je disais. Donc, il y aura des fréquences et des intensités plus fortes. C'est ce qu'on a vu en Australie cet hiver pour nous. En fait, en Australie, il y a toujours eu des incendies, sauf que cette fois-ci, leur intensité et leur durée ont été beaucoup plus fortes. Ils ont commencé presque 2 mois avant la période habituelle des incendies là-bas.
Donc, il faut savoir que ça a brûlé 12 millions d'hectares. 12 millions d'hectares, c'est l'équivalent de la surface du Portugal. C'est 20%. C'est 20% de la surface de la France métropolitaine. Voilà. Donc, les coraux. Les coraux, c'est en fait des espèces vraiment fragiles qui vivent dans des températures variant entre 20 et 28 degrés à peu près. Et effectivement, ils sont très sensibles au changement de température. En fait, à 1,5 degré de réchauffement, il y a entre 70 et 90% des coraux qui disparaissent. Et à 2 degrés, il y a 99% des coraux qui disparaissent. Donc les coraux, c'est aussi des pouponnières dans les océans. Ils regroupent beaucoup d'espèces animales. Voilà, ça c'est une vue de l'Arctique. Donc à 1,5 degré de réchauffement, la banquise arctique fond complètement une fois par siècle. Et à 2 degrés, elles font tous les 3 à 10 ans, complètement. Et puis ça, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc, ce qui est prévu, c'est que en 2100, donc le GIEC a sorti, suite au rapport à 1,5 degré et à 2 degrés, ils ont fait 2 autres rapports concernant le climat, le réchauffement climatique et l'utilisation des sols, les terres émergées, l'agriculture, etc. Et un autre sur l'océan et la cryosphère. Sur le rapport sur les terres émergées, il date d'août 2019, et celui sur l'océan et la cryosphère d'octobre 2019. Dans ce rapport, ils ont précisé en fait l'élévation du niveau des mers, des océans, plutôt. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que optimistement, au mieux, on a une élévation de 40 cm du niveau de la mer à fin 2100, et dans le pire des cas, 1 mètre, si on continue tel quel. Et ce qu'il faut voir, c'est que, et l'estimation, c'est qu'en 2060, l'élévation du niveau de la mer soit à peu près du niveau des océans, soit d'à peu près 20 cm, et ça toucherait environ 300 millions de personnes. Il y a à peu près, je crois qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui vivent sur les côtes, et il y aurait 300 millions de personnes touchées. Au moins 300 millions de personnes touchées. Et après, est-ce qu'on est sur des conséquences en fait, non pour d'autres, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc, c'est le cas, par exemple, du pergélisol. Le pergélisol, il est dans les hautes latitudes dans l'hémisphère nord. En fait, c'est de la glace sur lequel pousse de la végétation. Et il se trouve dans le nord de la Sibérie, au nord du Canada, au Groenland. Et en fait, ce pergélisol, cette glace, recouvre en fait une quantité énorme de méthane, donc qui est aussi un des gaz à effet de serre. On ne sait pas en fait si actuellement il y a déjà eu un réchauffement de ces glaces du pergélisol, et on ne sait pas si en fait les gaz ont commencé à s'échapper ou non. Par contre, on sait que la quantité de gaz correspondrait en équivalent à deux fois la concentration de CO2 dans l'atmosphère actuellement. Donc, ce serait vraiment une très, très mauvaise nouvelle. Voilà. Maintenant, je vais parler un peu des principaux gaz à effet de serre. Donc, un des gaz à effet de serre qu'on connaît peu, c'est la vapeur d'eau. L'eau, c'est son cycle naturel, en fait. Il y a un système d'évaporation et de pluie. Et donc ce cycle naturel régule la concentration de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette concentration, elle est à peu près fixe. C'est-à-dire qu'elle varie entre 0,1 et
4%, je crois. Quelque chose comme ça, il faudrait que je retrouve précisément les chiffres. Et en fait, mais par contre, elle peut varier en fonction de la température. Donc, si la température augmente, la concentration de vapeur d'eau peut augmenter, ce qui peut aussi avoir un effet d'augmentation à nouveau de l'effet de serre et donc du réchauffement climatique. Donc 10 jours, c'est la durée de vie d'une goutte d'eau en fait dans l'atmosphère. Donc l'autre gaz à effet de serre, et c'est celui qu'on a vu le plus important, c'est le CO2. À 70%, c'est lui qui joue sur le forçage radiatif, donc en plus de l'effet de serre naturel. Il a une durée de vie de 1000 ans à peu près dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que tout ce qu'on émet aujourd'hui va rester de toute façon 1000 ans. Donc non seulement il faut arrêter les émissions à l'heure actuelle, voilà, mais elles vont jouer un rôle de toute façon dans le réchauffement. Donc si on arrêtait dès maintenant, le réchauffement continuerait d'augmenter. Évidemment, il faut essayer d'arrêter. Donc ensuite, donc, il y a le potentiel de réchauffement relatif au CO2. Donc ça, je vais vous le montrer avec le méthane pour vous expliquer un tout petit peu. Donc, quelle est l'origine du CO2? L'origine anthropique, c'est-à-dire des activités humaines. C'est la combustion des énergies fossiles, essentiellement. Donc c'est ce que je disais, le charbon, le pétrole, le gaz, mais également la déforestation. Voilà, parce qu'on brûle le plus souvent les arbres des forêts qu'on coupe. Et puis, il y a également le ciment qui émet, la fabrication du ciment émet beaucoup de CO2. Le méthane, donc CH4, c'est le méthane, c'est le gaz naturel, c'est celui qu'on a on utilise pour se chauffer et puis pour le gaz pour nos aliments. Il vient de quoi? Donc alors, l'impact, il est plus faible que le CO2, on l'avait vu avant, c'est à peu près 15%. Sa durée de vie, elle est plus faible, 12 ans dans l'atmosphère, mais par contre, il a un potentiel de réchauffement 30 fois plus fort que le CO2. Et après, il se transforme, il se dégrade en CO2, après les 12 ans. Donc, il vient d'où? De la fermentation gastrique des ruminants. Donc, ça, c'est l'élevage. Hein. Donc, c'est tous les bovins. Voilà. Des rizières qui ont... les rizières, c'est un peu comme les marais. Il y a une fermentation, il y a des bactéries en fait, qui font de la fermentation sans oxygène, anaérobie, et donc qui génèrent naturellement du méthane. Ça vient également de la déforestation. Quand les forêts brûlent, ça émet également un peu de méthane. Et puis, il y a ce qu'on extrait. On estime que tout le méthane, le gaz naturel qu'on extrait pour notre consommation, il y en a à peu près 2% qui s'échappent du fait au moment de l'extraction. Alors, attendez, hop, voilà. Et celui-là, le N2O, c'est quoi? C'est le protoxyde d'azote. Donc, le protoxyde d'azote, lui, il a un impact plus faible, de 8%. La durée de vie dans l'atmosphère, lui, c'est 100 ans. En revanche, il a un potentiel de réchauffement 200 fois plus fort que le CO2. Et l'origine, c'est les engrais, c'est-à-dire que les engrais, une fois, contiennent beaucoup d'azote, et une fois qu'ils sont dans les champs, leur dégradation, en fait, après, émettent la dégradation de l'engrais, réémet, en fait, du protoxyde d'azote. Ça vient également des rizières, de certaines rizières, où il y a également du protoxyde d'azote qui est dégagé. Et puis, il y a d'autres gaz qui jouent un rôle... voilà, qui jouent un rôle. Donc, certains ont des durées de vie jusqu'à 50 000 ans et de potentiel de réchauffement 22 000 fois plus fort que le CO2. D'autres plus faibles. Il y a des allocarbures là-dedans, donc qui sont en général d'origine industrielle. Donc, vous voyez que le total ne fait pas exactement 100%, mais 101%, mais c'était pour les arrondis.
Voilà, donc maintenant, quelle est la répartition des émissions par secteur et entre la France et dans le monde? Donc en France, donc vous voyez que la répartition est un peu différente, c'est-à-dire qu'en France, la majorité, ça vient des transports et une grosse partie vient de la voiture. Sur l'énergie, j'ai 10%. Ensuite, j'ai l'agriculture, 19%, avec une grosse partie sur l'élevage. Et puis ensuite, j'ai les bâtiments. Donc les bâtiments, c'est ce que je disais, en fait, c'est le chauffage et l'eau chaude. Et ça, du coup, c'est à peu près 19%, puisqu'on se chauffe en fait en général au gaz, mais pas que, il y a aussi du fuel, et il y a encore pas mal de chaudières au fuel en France. Donc le CO2, pardon, la combustion du gaz émet moins de CO2 que la combustion du charbon ou la combustion du pétrole. Dans le monde, on voit que la répartition est différente. Il y en a 35% qui sont sur l'énergie. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la plupart des autres pays, l'électricité est générée avec des centrales à charbon. Et donc là, directement, il y a une émission de CO2. Donc, les énergies fossiles, donc il y a les centrales électriques, en fait, qui permettent de générer de l'électricité. Il y a des centrales à charbon, mais il y a aussi des centrales à gaz. Voilà, donc pour l'essentiel, et un petit peu de pétrole. Voilà, et donc ça génère du CO2. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, oui, et donc les énergies fossiles, c'est à peu près 60% des centrales qui génèrent de l'électricité, donc les centrales électriques. Voilà, après, la répartition dans le monde est différente au niveau sur les logements, notamment parce qu'on n'est pas tous du tout logés à la même enseigne. Et clairement, en fait, certains logements, ils n'ont pas de chauffage, ils utilisent beaucoup moins d'énergie que nous. Voilà. Donc, les 70, c'est les pays du G20. Voilà, les pays du G20 représentent à peu près 70% des émissions mondiales. Donc, comment est réparti? Donc, ça, on a vu à l'échelle globale. Maintenant, à l'échelle individuelle, je prends beaucoup de temps. Bon, je vais essayer d'activer un petit peu. Il reste un slide derrière. À l'échelle individuelle, donc ça, c'est une moyenne en France de ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Donc, c'est ce qu'on émet, nous, chacun, individu en France. Donc, c'est une moyenne. Donc, ce n'est pas représentatif de ce que chacun émet, mais ça permet d'avoir des ordres de grandeur. Donc, par exemple, l'avion, donc on est à 12 tonnes par an, à peu près. Et on voit que la voiture individuelle, son usage, c'est déjà 1,5 tonnes d'équivalent CO2. Voilà, je rajoute équivalent CO2 parce qu'on a vu que tous les gaz à effet de serre avaient des durées de vie différentes, etc. Donc, on fait une moyenne sur 100 ans et après, on arrive à trouver un équivalent. Et donc, on représente, il y a beaucoup de graphes que vous pourrez voir après si ça vous intéresse, qui parlent d'équivalent CO2. Voilà, c'est une petite parenthèse. L'achat de la voiture, ça représente déjà au moins 400 kilos et c'est lissé sur 16 ans à peu près. Donc, c'est toute la durée d'une vie d'une voiture. Juste la fabrication d'une voiture, c'est à peu près 7 tonnes de CO2. Et pour l'avion, 480 kg, c'est à peu près l'équivalent d'un aller-retour Paris-Nice. Et un aller-retour Paris-New York, c'est à peu près 2,2 tonnes de CO2, équivalent CO2. Voilà, donc on est à peu près ça. Maintenant, on a effectivement, on voit les différents postes, le transport, le bâtiment. Donc, on voit que le chauffage et l'eau chaude, ça représente une grosse partie. On voit aussi que l'électroménager, les meubles, c'est 335 kilos. Et ça, c'est aussi lissé sur un certain nombre d'années.
tout ce qu'on a chez nous comme appareil, ce que j'ai chez moi là, comme appareil ménager, four, frigidaire, lave-vaisselle, pas mal d'objets électriques. Tout ça, ça représente à peu près en équivalent 12 tonnes de CO2. C'est à peu près 6 allers-retours Paris-New York. Donc ça fait à peu près 12 tonnes. Voilà. Donc là aussi, c'est lissé sur un certain nombre d'années. Et puis, on voit que, voilà, on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est au niveau des services. Donc ça, c'est la partie service public. Et cette partie, on en a besoin, quoi. On en a besoin. On ne veut pas aujourd'hui se passer d'hôpitaux, hein, on le voit bien. On a besoin d'énergie et que cette énergie, elle soit fournie de manière constante pour ces hôpitaux. Hein, il faut qu'ils puissent, voilà, là, c'est le cas très précisément dans l'actualité, il faut que les réanimateurs fonctionnent. Voilà, donc il y a vraiment des choses nécessaires. Et puis, ça représente également donc le chauffage et l'eau chaude, donc dans les écoles notamment, enfin tout ce qui est service public. Et puis c'est aussi les infrastructures routières notamment, qui émettent beaucoup. Et ça représente déjà, rien que ça représente déjà 1,5 tonnes. Donc la moyenne mondiale par personne, c'est à peu près 5,5 tonnes de CO2 par an. Donc nous, on est à peu près à 12 tonnes en France. Voilà. Les États-Unis sont à peu près à 21 tonnes, ou un peu plus même, par personne. Donc maintenant, j'ai toujours cette empreinte carbone, donc qui va à peu près de 0 à 12. Et quel est l'objectif à atteindre? Donc pour arriver à un réchauffement de 2 degrés, seulement 2 degrés en 2100, qui est l'objectif, il faut qu'on arrive à une neutralité carbone à environ 2 tonnes, enfin, c'est-à-dire 1,8 tonnes exactement, plus exactement, enfin à peu près, à l'horizon 2045. Donc ça veut dire qu'on est en 2020. En 2045, il faut qu'on réduise de 4% par an à peu près nos émissions. 4% par an, c'est énorme. C'est en fait actuellement, à cause de la situation qu'on a, le coronavirus, et qui va provoquer des changements économiques très très forts, on va avoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 4%. Donc ça voudrait dire qu'il nous faudrait ce type de situation chaque année. Donc on réduit énormément la consommation, on réduit les transports énormément, les voyages, on réduit toute l'utilisation de l'énergie qu'on a aujourd'hui, en fait, toute l'utilisation qu'on a de l'énergie. À l'échelle individuelle, sur quoi on peut jouer? Donc on a vu sur ce qu'on achète, hein, clairement, voilà. Sur le transport, limiter l'avion, ou même réduire drastiquement et ne plus utiliser du tout l'avion. Faire du covoiturage, du vélo. Alors évidemment, tout ça, c'est ce qu'on pourrait faire individuellement. Mais on est logés tous vraiment différemment. Et il est très clair que, par exemple, en province, l'utilisation de la voiture, aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour aller acheter, faire ses courses, quoi, ou faire d'autres choses. Voilà. Donc, c'est quand même, c'est un enjeu aussi national, quoi, hein, et international. Ce qu'on peut aussi jouer, c'est l'alimentation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que sur l'agriculture, effectivement, les ruminants émettent beaucoup de gaz à effet de serre, émettent beaucoup d'élevage, des bovins. Donc vache à lait, le lait et puis le bœuf, en fait, émet à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Donc en fait, en changeant d'alimentation, on peut, ou en réduisant déjà sa consommation de viande, et particulièrement de viande rouge et de lait, on peut réduire effectivement voilà, nos émissions. Ensuite, on peut investir de l'argent. Donc là, c'est faire de l'isolation chez soi.
donc qui va permettre de réduire la facture de chauffage et donc la consommation d'énergie pour le chauffage. On peut changer de chaudière, utiliser une chaudière à haute performance énergétique, utiliser des pompes à chaleur, bien sûr selon chacun. Et puis, les situations de chacun, c'est ça que je veux dire. Et puis après, on peut évidemment utiliser une voiture électrique, enfin acheter une voiture électrique, mais on a vu que la fabrication déjà de la voiture, c'est déjà un certain nombre de tonnes de CO2, 7 tonnes pour la voiture thermique, et pour la voiture électrique, c'est déjà un peu plus. Et puis, il y a d'autres conséquences sur la fabrication des batteries, des conséquences écologiques voilà, qui sont importantes, l'extraction du lithium notamment. Donc, si on arrive à faire tout ça, on arrive à peu près à 6 tonnes. Donc, il nous reste à gagner 4 tonnes, quoi. Et ces 4 tonnes, c'est l'État et les entreprises, voilà, et les institutions, et c'est qui peuvent, et c'est toute la société. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois individuellement, on joue notre rôle, que nous-mêmes on réduise, mais qu'on en parle aussi autour de nous, dans les sociétés, chez nous, enfin là où on travaille, avec nos amis également, notre famille, et puis voilà, et qu'il y ait aussi au niveau de l'État des lois qui soient votées, vraiment une transition écologique forte qui soit construite avec un vrai plan, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Il y a voilà, il y a ce qu'on disait, c'est que la France n'a respecté qu'un tiers de ses engagements sur les accords de Paris en 2015. Voilà, bah écoutez, bon, j'ai un peu dépassé beaucoup le temps, mais j'espère qu'il va rester un peu de temps pour les questions quand même. Je vous remercie. Merci Thomas pour la présentation. Je vais du coup vous remonter les questions qui ont été posées sur le chat. Je les ai regroupées en thématiques. Donc on va d'abord s'intéresser aux questions qui concernaient les projections et les méthodes de calcul du GIEC probablement sur les modèles climatiques. Donc je voulais d'abord m'assurer que Lima avait bien compris la réponse qu'on lui avait donnée quand elle avait posé la question « Comment une température peut être mesurée sans les gaz à effet de serre ?» Alors, il ne s'agit pas de mesures, en fait, mais il s'agit de modèles. Donc, en fait, le GIEC, ils font des modèles. Leurs modèles, utilisent plusieurs facteurs et qui, en fait, ils étudient tout ce qui peut jouer, en fait, sur le réchauffement de l'atmosphère. Et en fait, sur tous ces facteurs-là, voilà, donc tous leurs modèles, ils les construisent voilà, à partir de ça. Et donc, c'est juste le modèle dans lequel on a enlevé le facteur effet de serre. Et voilà. C'était ça que j'ai montré dans le graphe, quoi. D'accord, j'ai vu un retour positif de Lima. Après, il y avait Yves et Gontran qui évoquaient un petit peu les débuts sur les premières études sur les gaz à effet de serre. Peut-être que vous voulez prendre la parole, un des deux ou tous les deux sur ça. Peut-être que vous aviez envie d'approfondir sur ce sujet-là, je ne sais pas. J'en parlerai la semaine prochaine. D'accord, vous en parlerez plus tard. Ok, donc sinon il y avait d'autres questions sur les conséquences. Pascal, elle voulait que tu expliques plus précisément le mécanisme d'élévation du niveau de la mer. Oui, Pascal avait répondu un petit peu, mais peut-être que tout le monde peut profiter de ta réponse. Ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est lié à la dilatation de l'eau. En fait, lié simplement au réchauffement climatique. Ça fait que l'eau se dilate un petit peu. Et puis en plus, il y a la fonte des glaciers. Et du coup, ça rajoute de l'eau et cette eau, du coup, se retrouve dans les océans. Donc voilà, il y a ces deux phénomènes-là qui font que le niveau de la mer augmente. Merci. Après, il y avait plusieurs remarques qui concernent les calottes glaciaires, mais également le permafrost. Ouais. Yves qui remarquait que sur les conséquences concernant la fonte des glaces, elles sont sous-estimées parce qu'à l'époque, la dynamique des calottes glaciaires n'était pas prise en compte. Alors, je ne sais pas s'il veut en parler maintenant ou s'il veut en parler la semaine prochaine.
Non, je n'avais pas spécialement prévu d'en parler la semaine prochaine. Oui. Mais, dans le dernier rapport du GIEC, il est dit d'ailleurs explicitement quelque part que, compte tenu du manque de connaissances sur cette évolution de la dynamique, c'est-à-dire de la façon dont les glaciers vont déborder sur l'océan et puis dégager des icebergs. Donc, c'est la glace qui s'en va en morceaux. C'est pas de la fonte. Hein, ça coule et puis ça s'en va. Et ça, c'était pas pris en compte dans le dernier rapport du GIEC. Maintenant, ça le sera dans le prochain à tous les coups. Et c'est ce qui pourrait amener à dépasser le mètre d'augmentation du niveau de la mer vers la fin du XXIe siècle. D'accord. Après, Yves, tu avais aussi des remarques concernant les incendies en Australie qui étaient dus aussi, en plus du changement climatique, à une météo particulière. Oui, alors ça, c'est un problème qu'on va retrouver avec tous les événements météo. Il est strictement impossible d'affecter un événement météo au réchauffement climatique. C'est pas vrai, c'est jamais possible comme ça. La météo, c'est quelque chose qui varie tout le temps. Donc, il va y avoir à la fois une situation particulière qui va favoriser un événement et le réchauffement climatique par-dessus qui va rajouter un plus qui va faire qu'on va dépasser les bornes en quelque sorte. Et là, pour les incendies en Australie, on avait en particulier une situation dans l'océan Indien qui était tout à fait particulière et qui favorisait la sécheresse en Australie. Et on avait même un événement à peu près identique sur l'océan Antarctique, qui favorisait également la sécheresse. Donc on avait vraiment déjà des conditions qui étaient extrêmement favorables aux incendies, plus le petit chouïa de plus, du réchauffement climatique. Yves, tu as quelques questions qui sont remontées dans le chat aussi concernant est-ce que les incendies en Australie sont aussi liés à El Niño Alors, voilà. cette année, puisque on n'est pas dans une année ni El Niño ni La Niña. Pardon, est-ce que tu peux répéter, Yves? Je dis, on est dans une année neutre, ni El Niño ni La Niña. D'accord, donc ça ne joue pas, c'est ça que tu veux dire. Non. En Pascal... fait, si je peux me permettre une remarque, en fait, on a un mécanisme qui se retrouve dans pas mal d'aspects du changement, du dérèglement climatique, qui consiste à dire qu'on a des extrêmes de météo, ça peut être des inondations, ça peut être des feux de forêt, des choses comme ça. Ces extrêmes, c'est très aléatoire, donc on peut avoir un événement rare qui se produit une fois par siècle, par exemple, on parle d'une crue. Et de manière générale, le réchauffement climatique va avoir tendance à augmenter la fréquence de ces événements-là. Donc on ne peut pas attribuer spécifiquement le feu de forêt au réchauffement climatique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que tous les modèles nous disent qu'on va avoir beaucoup plus de feux de forêt du fait si le réchauffement climatique continue à s'amplifier. On est bien d'accord. C'est pareil pour le niveau de la mer, en fait, du fait que le niveau de la mer augmente, des événements comme par exemple des tsunamis, en fait, peuvent avoir en fait des conséquences beaucoup plus fortes du fait qu'on ait une amplitude plus importante, une élévation un peu plus importante du niveau de la mer. Thomas, tu as une question de Marlène. Je la lis telle quelle. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de relocaliser les coraux dans des mers qui, en augmentant de température, pourraient correspondre aux 20-28 degrés nécessaires pour leur développement? Une mer froide qui, en devenant plus chaude, serait-elle adaptée pour les coraux? Ouais, alors peut-être que ça se formera, peut-être tout seul, mais en fait, le truc, c'est que ça demanderait une telle énergie, en fait, de déplacer, je pense, des coraux d'un endroit à un autre, que ce serait juste gigantesque, quoi, en fait, hein, comme système. Donc, il y a effectivement des gens qui essayent de cultiver des coraux, en fait, et effectivement, ils y arrivent. Mais après, la quantité de corail qu'il y a dans les océans est gigantesque, en fait, par rapport à ce que ces gens cultivent. Donc, on peut dire, voilà, donc je pense pas qu'on puisse le faire. Enfin, je pense pas que l'homme puisse le faire, quoi.
Deux éléments là-dessus, ça paraît assez réaliste en termes de. Il y a un autre aspect qui est assez important pour la dégradation des coraux, c'est l'acidité des océans. Le CO2, quand il est dissous dans l'océan, acidifie un tout petit peu l'océan, mais c'est suffisamment pour que ce soit sensible pour les écosystèmes, en particulier pour les coraux qui sont très sensibles à ça. Et l'autre aspect, c'est que les coraux, c'est des espèces la croissance des récifs coralliens, elle est très lente. Et du coup, on aura du mal c'est peu réaliste de penser qu'on va réussir à faire croître suffisamment vite les coraux dans d'autres endroits. Merci beaucoup pour toutes ces réponses sur les coraux. D'ailleurs, Pascal qui remarque que c'est la nurserie des océans, donc leur disparition est très grave pour l'effondrement des espèces. On va passer au troisième thème de questions. Est-ce que tu pourrais passer sur la slide où il y a les principaux gaz à effet de serre? Merci. Je vais poser les questions un peu dans un ordre un peu cohérent. Il y avait une question de François qui n'est plus là, mais à laquelle on a répondu dans le chat un peu, mais peut-être que tout le monde peut profiter de la réponse. C'est quand on parle d'équivalent CO2, quelle en est la définition normée officielle? Quels sont les gaz que l'on doit réglementaire inclure dedans? Entre parenthèses, il a écrit CO2, CH4, fuite de liquide, de climatisation et point d'interrogation. Ok. Ouais, bah là, je ne sais pas le dire précisément la liste, effectivement. Ouais. Si tu veux passer pour répondre, peut-être Olivier. Hein? Bah, peut-être Olivier alors. Ouais, Olivier, ouais. C'est quoi la question? Oui, Thomas? Oui. Tu veux que je prenne? Parce que je viens de faire ça sur la formation bilan carbone, donc je peux donner la liste et puis un petit peu comment sont faits les calculs. Alors, il y a deux choses en fait au niveau des gaz à effet de serre pour être capable de les comparer les uns avec les autres. C'est qu'ils ne restent pas tous le même temps dans l'atmosphère et une molécule de chacun de ces gaz n'absorbe pas la même quantité, ne renvoie pas la même quantité d'infrarouge vers la Terre. Donc en fait, il faut intégrer sur un certain temps pour tenir compte du fait que certains disparaissent plus vite que d'autres. C'est pour ça que l'eau, par exemple, il y en a énormément dans l'atmosphère, mais comme elle a une durée de vie dans l'atmosphère qui est très courte, le cycle est très rapide. Alors que le méthane, c'est un petit peu plus long, le CO2 encore un peu plus long, etc. Et effectivement, on finit vers des gaz qui sont beaucoup moins concentrés dans l'atmosphère, et c'est typiquement tous les gaz qui ont pu être responsables du trou dans la couche d'ozone, qui sont les gaz liés à la climatisation, dont certains, ne se dégradent que très très peu dans l'atmosphère, et deux, ont cette capacité à absorber et réémettre l'infrarouge qui est monstrueuse, parce que 20 000 fois plus que le CO2, c'est monstrueux, dans l'atmosphère. Et donc, justement, ces potentiels de réchauffement, ils sont de manière conventionnelle calculés sur 100 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on va avoir effectivement tous ces gaz. Alors après, il y en a quelques-uns qui sont très particuliers. Il y a le SF6 qui est lié à l'industrie de l'aluminium, etc. Ils sont tous listés dans le protocole de Kyoto. Donc ça fait déjà quand même protocole de Kyoto. Ça fait quasiment pas encore 98, mais pas loin. Et chacun en fait est suivi. Et au niveau du GIEC, même les valeurs sont réévaluées régulièrement. Typiquement, le méthane, il était considéré comme étant autour de 25 et récemment, il a été réévalué à 27 ou 28. Alors que le N2O, de mémoire, il a diminué. Donc tout ça, ça prend en compte toutes les dernières connaissances scientifiques, c'est remis à jour régulièrement et voilà. Ok. Alors, il y a deux personnes qui ont posé des questions concernant la durée de vie des gaz à effet de serre et des pollutions.
Est-ce que ces données sur la durée de vie est la raison pour laquelle la pollution n'a pas diminué pendant le confinement? C'était une question de Lima. Et Nour qui demandait d'avoir la durée de vie dans l'atmosphère des différents gaz à effet de serre. Et là, apparemment, il y a Gontran qui est apparemment expert du domaine, qui peut répondre. Donc, je vais lui passer la parole directement comme ça. D'autres personnes vont pouvoir être entendues. Ouais, expert, on verra, mais je suis chimiste. Du coup, Pascal, c'est Bertrand, en fait. C'est pas mon bon nom sur Gmail, quoi qu'il en soit. Non, il n'y a pas de souci. Donc, les gaz à effet de serre, leur durée de vie, c'est en fait comment l'environnement est capable de les épurer. Alors, l'eau, c'est pas très compliqué. L'environnement, l'atmosphère, pour épurer l'eau, il pleut, quoi. Il pleut, donc la flotte, elle tombe par terre. Pour quelque chose comme le méthane, ça va s'oxyder lentement à la lumière et ça va devenir du CO2. Donc, on change de catégorie. Parce que le méthane, c'est mine de rien assez stable, sauf à l'oxydation, ça ne se disparaît pas comme ça. Le NO2, je ne sais pas trop comment est-ce qu'il disparaît. Et tous les gaz organochlorés, donc les fluorocarbones, donc tous les gaz qui étaient type fréon, etc., ça, c'est dégradé par UV dans la haute atmosphère, et c'est pour ça que ça réagit avec l'ozone. Quoi qu'il en soit, une fois que ça a été dégradé, donc ils changent de catégorie, il faut aller voir leurs sous-produits. C'est pour ça que c'est pas non plus instantané. En ce qui concerne le CO2, sa méthode d'épuration, c'est qu'il est dissous dans l'océan, où il va donner du calcaire, et calcaire qui sera repris dans des chaînes géologiques. Et il y en a d'autres, qui sont sur les posters de CPLC, des méthodes d'élimination du CO2, mais elles ne me reviennent pas. Mais la principale, c'est dissous dans l'océan et c'est précipité sous forme de calcaire. Et tout ça, ça repart dans des chaînes géologiques. Parce que derrière, le calcaire, ça devient la pierre qu'on a tous autour, la pierre, quoi. Et, un mot là-dessus? Oui, bien sûr, n'hésite absolument pas à intervenir. Sur le CO2, parce que c'est quand même un problème... c'est pas très facile à comprendre en réalité. Et c'est un point sur lequel beaucoup de climato-sceptiques la ramènent, quoi, je veux dire. Bon, ils remettent la question sur le tapis à chaque fois. Une molécule de gaz carbonique dans l'atmosphère ne reste pas forcément 1000 ans. Ce qui va rester à peu près 1000 ans, c'est pour arriver, si vous rajoutez une molécule, mais une seule, aujourd'hui, une molécule anthropique que vous rajoutez dans l'atmosphère aujourd'hui, en moyenne, elle aura disparu dans 1000 ans. Mais ça ne veut pas dire que le cycle du gaz carbonique soit un cycle où chaque molécule du gaz carbonique reste dans l'atmosphère pendant 1000 ans. Non, c'est un problème, si vous voulez, c'est un problème de baignoire, dans lequel vous avez un robinet qui coule et vous avez une bonde en dessous qui évacue un petit peu. Et vous avez rajouté un petit peu d'eau et vous calculez en combien de temps ce petit plus d'eau va repartir. Et ça, il faut à peu près 1000 ans. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre un peu sur la différence entre la durée de vie et le temps qu'il faut pour évacuer le surplus de CO2 qu'on a mis? Juste avant la réponse, je vais faire du coup le parallèle. Cette histoire de baignoire, c'est vraiment la bonne image pour répondre à pourquoi la pollution n'a pas diminué pendant le confinement. C'est qu'en fait, on a des usines qui brûlent des trucs, donc c'est un robinet ouvert de gaz à effet de serre. Et là, pendant le confinement, on a fermé le robinet. Mais la baignoire, elle est déjà pleine et elle se vide effectivement par une bonde qui est en dessous, qui est les mécanismes d'élimination. Je clôt la petite parenthèse. Et le mécanisme d'élimination est extrêmement lent, parce que ce qui se passe dans l'océan, c'est qu'en fait, il y a un recyclage, c'est-à-dire le gaz carbonique qui passe sous forme de carbonate, passe dans l'océan profond au bout d'un certain temps, c'est ça qui fait qu'on a une échelle d'à peu près 1000 ans, et c'est remis en route dans l'océan superficiel à travers les upwelling. C'est-à-dire c'est une espèce de boucle, et il n'y a qu'une toute petite partie qui s'en va vers les sédiments. Une toute petite partie, c'est très très peu en fait. Et c'est pour ça que c'est lent. Je pense que l'image de la baignoire, elle a dû parler à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Du coup, je vais passer à quelques questions qui concernaient la répartition des GES par secteur. Il y a Céline qui voulait que tu précises pourquoi le ciment, mais Bertrand, du coup, avait répondu à l'écrit, mais peut-être que tu peux en reparler pour tout le monde. Alors, le ciment, c'est un bête problème de chimie, tout ce qu'il y a de plus simple.
Le ciment, c'est fabriqué à partir d'oxyde de calcium, CaO, et le calcaire, c'est du CaCO3. Donc là, on est sur une chimie très simple. Vous prenez du calcaire, du CaCO3, carbonate de calcium, qui est un caillou, c'est les gorges du Verdon, par exemple. Vous le chauffez à, alors je crois que c'est 1500 degrés ou plus, enfin c'est un truc entre 1000 et 2000, donc c'est chaud. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que votre carbonate de calcium, CaCO3, se décompose en CaO plus CO2. Donc là, c'est un problème de chimie. Pour fabriquer du béton, il est nécessaire, intrinsèquement dans le procédé, d'émettre du CO2. Je voulais faire la petite remarque à Pascal également. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit plus sur ça? C'est qu'on ne chauffe pas en mettant un radiateur, on chauffe en mettant un combustible, qui est un combustible fossile. De mémoire, c'est du charbon de terre, donc c'est de la houille, qui est un gros émetteur de chaleur, mais aussi, si on brûle du carbone, on fait du CO2 en plus. Et donc après, le ciment, le ciment CaO, si jamais vous faites du béton chez vous un jour, vous pouvez le prendre dans la main, vous faites votre béton comme ça, et vous verrez que le lendemain, vous aurez perdu la petite couche superficielle de votre peau, parce que le carbonate de l'oxyde de calcium est un truc un peu agressif. Voilà, c'est pour ça que ça redevient du béton après, que ça se solidifie. Ok, je pense que ouais, c'est une très bonne réponse, je pense. En tout cas, moi, j'ai compris quelques trucs. Il y avait une question concernant le graphe sur les déchets, mais je pense que je vais la passer parce que vous avez répondu dans le chat. Céline, elle avait une remarque quand tu as évoqué les transports. Tu as dit, en province, on est obligé de prendre sa voiture pour faire ses courses. Je pense que là, elle voulait préciser que en province, c'est pas forcément l'opposition Paris-Province et qu'il y a des métropoles aussi en province. Du coup, c'est juste une précision sur les termes. Ah oui, carrément, oui, bien sûr. Non, oui, complètement désolé. Je ne sais pas si j'ai bien retranscrit la remarque de Céline, mais en tout cas, quand elle avait écrit dans le chat, c'est ce que j'avais ressenti. Non, c'est plutôt la campagne, oui, que c'est ça que je voulais dire, la campagne. Il y a Latika qui posait la question, mais je pense que dans le chat, on en a parlé aussi, mais peut-être que toi, tu as un avis. Est-ce qu'il y a des outils fiables aujourd'hui pour calculer et évaluer son empreinte carbone individuelle? Oui, il y a des outils. Il y a, je crois que c'est Avenir Climatique qui fournit un évaluateur pour l'empreinte carbone. Et puis, et donc ça donne une moyenne et c'est pas mal. Enfin, ça donne déjà des ordres de grandeur sur ce qu'on émet soi-même. Voilà. Ouais. Après, il y a aussi Carbone 4, je crois, qui souhaite développer un autre calculateur. Un autre calculateur un peu plus précis sur l'empreinte carbone et aussi, je crois, pour les entreprises, pour que les entreprises puissent calculer aussi leur empreinte carbone. Oui. Alors après, je crois que j'ai fait le tour des questions dans le chat. Il y en a il y a Catherine qui te demande qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de consulter pour continuer à s'informer. Donc bien sûr, à part toutes les productions que l'on fait dans l'association Citoyens pour le climat, qui sont déjà abondamment évoquées dans le chat, peut-être que toi, tu as d'autres choses. Après, il y a... moi, personnellement, j'aime beaucoup le site de Jean-Marc Jancovici parce qu'il aborde tous ces sujets et il explique extrêmement bien, en fait, à la fois ce qu'on émet, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, sur quoi on peut jouer collectivement. Et puis, il aborde aussi très bien, je trouve, toutes les informations sur l'énergie, sur par exemple la biomasse, sur est-ce qu'on peut faire de l'éthanol en France pour remplacer le pétrole, et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, qu'est-ce que ça va engendrer, combien de surface de terre il faut cultiver, etc. Et de ce genre de choses comme ça, Et ça, c'est très bien fait. Donc ça, je le conseille. Il fait aussi des conférences, notamment à Sciences Po, qui sont vraiment très bien.
Voilà, il y a le site il y a le Haut Conseil pour le climat aussi qui a publié un rapport là en juin 2019, juin ou juillet, je ne sais plus, et qui est très très clair, qui stipule un peu qui regarde un peu la stratégie nationale bas carbone et qui explique ce qui ne va pas par rapport à ce que la France fait actuellement. Ouais. Ok, j'espère que Catherine a pu noter toutes ces sources d'informations et j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Je vais peut-être passer, si elle le veut bien, la parole à Marlène, qui a une remarque sur un MOOC qu'elle a suivi sur la biomasse et la valorisation du CO2. Est-ce que vous voulez en parler à l'oral, Marlène, s'il vous plaît? Apparemment, non. Bon, ben, je vais lire mot pour mot ce qu'elle a écrit dans le chat. Ouais. Donc, je me permets de donner mon retour sur ce domaine. J'ai suivi un MOOC sur la biomasse qui a évoqué la valorisation du CO2 en le capturant et en l'utilisant dans différents processus dans une notion d'économie circulaire, comme inclure le CO2 directement dans la synthèse de monomères pour ensuite faire des polymères et des plastiques, ou bien pour carbonater des matériaux qui vont servir au secteur de la construction, ainsi que la possibilité de produire des carburants synthétiques à partir de CO2, et ces carburants, une fois qu'ils seront utilisés, vont réémettre le CO2 qui va tourner en boucle. Il va falloir le recapturer, ce qui est un challenge en soi. Elle trouve que ces domaines de recherche sont importants et positifs car il y a actuellement déjà un problème de CO2 et de trouver des nouveaux process qui vont permettre de l'utiliser sont un moyen de contrebalancer ces problèmes et de minimiser le réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je peux répondre un peu, mais je sais que donc juste, je voudrais dire avant ça, c'est que oui, par les autres qui interviennent, il y a eu Yves, Pascal, voilà, et Bertrand, qui sont aussi et puis toi-même, Wo, vous êtes tous de citoyens pour le climat et ils font de la médiation scientifique. Voilà, donc ça, je voulais juste le préciser. Et puis, par rapport à cette question, en fait, à l'échelle industrielle, enfin, effectivement, en termes de process, on peut capturer du CO2. Maintenant, à l'échelle industrielle, pour capturer du CO2, il faut le capturer à la source. Et c'est ce qu'elle dit à la fin, c'est que si on l'utilise ensuite comme du carburant, il faut capturer ensuite individuellement au niveau de chaque véhicule le CO2. Donc, je pense que quand même, ça me paraît un peu compliqué. C'est peut-être des domaines qui sont intéressants. Et je pense que la recherche, de toute façon, doit continuer et doit essayer de minimiser. Voilà. Mais il y a de toute façon la réduction, en fait. Mais ça ne va pas limiter le réchauffement parce que, en fait, ça ne va pas jouer sur en fait, pour limiter le réchauffement, il faut drastiquement baisser nos émissions. Et je pense que ça ne suffit pas à baisser drastiquement nos émissions. Ça fait juste qu'on recapture un peu ce qu'on émet, quoi. Mais ce qui est une bonne chose, mais il faut réduire également énormément ce qu'on émet, quoi. Je pense que ouais. Pascal, tu voulais prendre la parole pour ajouter du détail et ensuite Stéphane. J'aurais une question. Attendez, ne vous coupez pas la parole. Qui est-ce qui vient de parler? Est-ce que vous pouvez vous l'écrire sur le chat? Je vais laisser Pascal parler. Oui, du coup, au-delà il y a le problème au-delà de ce problème de capture du CO2, effectivement, capturer en usine, c'est beaucoup plus efficace. À sortir de chez une usine, c'est beaucoup plus efficace qu'à sortir du échappement. Il y a aussi un problème qu'on rencontre aussi dans le recyclage classique de plastique, par exemple, qui est que c'est pas gratuit de recycler. C'est-à-dire que si on veut transformer du CO2 en carburant, ça va nous coûter de l'énergie forcément. Ça, c'est la physique qui nous le dit. Il n'y a pas de choix, c'est forcément pas gratuit. Et du coup, il y aura forcément une dépense à faire. Donc tout ça, ça veut dire que ces solutions technologiques, elles sont très intéressantes et il faut bien sûr continuer à faire de la recherche dessus. Mais il ne faut pas espérer qu'on va être complètement sauvé par une solution comme ça.
Et je pense que vu l'ampleur de réduction qu'on doit atteindre, on l'a vu au niveau de l'empreinte carbone, on doit passer de 12 tonnes à plutôt quelque chose qui est de l'ordre de 2 tonnes. On doit diviser par 6 nos émissions. Ça passe principalement par un changement de nos habitudes, de nos exigences. Et pas que par des changements technologiques. D'accord. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Oui, alors j'allais intervenir également sur l'énergie, hein, Pascal, parce que effectivement la question de l'énergie elle est importante. Alors dans l'utilisation des molécules de CO2 en tant que telles, donc la capture carbone, ce qu'on appelle la séquestration carbone en sortie des grosses sources d'émissions de carbone, et en l'occurrence on en parle beaucoup sur les usines qui produisent de l'électricité à base de charbon. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt, mais dans ces cas-là, le carbone est séquestré et après il est enfoui. Il peut être enfoui dans des réservoirs géologiques, sous des roches, qui permettent de le figer, à un état, on va dire, neutre pour la suite. Après, ça peut pas être une solution à long terme, parce qu'effectivement, on va avoir un problème également, hein, c'est pas l'objet, mais un problème également de stock d'énergie fossile qui est en train de décliner également. Sur la molécule de CO2 en tant que telle, c'est une molécule qui est extrêmement stable. Donc, on ne peut pas l'oxyder, on ne peut pas finalement la casser facilement, on ne peut pas l'utiliser facilement dans une réaction chimique, et c'est bien là, c'est bien ce qui fait que la molécule de CO2, c'est quelque chose qui nous embête énormément dans les systèmes terrestres, dans l'atmosphère et dans les systèmes physiques, c'est qu'elle est extrêmement stable. Donc, fabriquer un carburant avec du CO2, finalement, le seul système naturel qui le fait facilement, oui, Pascal, c'est ça, hein, j'allais dire, c'est effectivement les systèmes vivants. Donc, il y a des recherches sur ce qu'on appelle les biocarburants de troisième génération, notamment les algues, mais ça avance doucement. Et je rejoins largement Pascal. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et il y a des gisements d'économie d'énergie qui sont absolument énormes dans tous les pays, dans le nôtre en particulier, des gisements d'emploi aussi, hein, non délocalisables, comme la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, en termes d'euros investis par rapport à la tonne de carbone qui sera pas émise, c'est largement plus rentable d'investir là-dedans que, par exemple, d'investir dans des éoliennes à consommation énergétique équivalente. Parce qu'une éolienne, c'est pareil, hein, c'est du béton, c'est du métal, c'est assez énorme. Alors, il y avait une question qui concerne les organismes, mais je l'ai gardée après parce que il y a Annie qui pose une question sur la photosynthèse, les arbres. Est-ce que votre question, c'est de savoir de combien ça réduit la quantité de CO2 ? Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous aviez demandé. Vous voulez prendre la parole pour préciser votre question, peut-être, Annie, s'il vous plaît ? Oui. Donc, ok, donc c'était un peu ok. Donc Thomas, la question c'est est-ce qu'on a quantifié aujourd'hui, est-ce qu'on sait quelle quantité de CO2 est réduite grâce à la photosynthèse et réalisée par les végétaux et les arbres? Oui, alors bonne question. Je ne sais pas. Mais voilà. Pascal peut répondre peut-être. Ouais. Pascal, oui. Alors, il y a des estimations, je crois qu'il est parti, mais il y a des estimations qui sont faites et c'est un chiffre phénoménal. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, 120 gigatonnes par an. Le problème, c'est que ça fait partie du cycle de vie des arbres. Donc, en fait, il y a aussi 120 gigatonnes par an, plus ou moins, qui sont réémises par les forêts. Donc, il y a du stockage dans les sols, mais c'est beaucoup moins que le chiffre qui est absorbé par an. Donc, par rapporté typiquement à les émissions humaines, si je dis pas de bêtises, c'est de l'ordre de 10 gigatonnes. Il faut que je retrouve mes chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, en gros, il y a une grande quantité de carbone qui est stockée par la photosynthèse. La question, c'est qu'est-ce que devient parce que finalement, ça correspond à stocker du carbone dans du bois. Et la question, c'est qu'est-ce que devient ce bois? Naturellement, il y a une partie de ce bois qui se dégrade et qui est stockée dans les sols. Mais il y a une grande partie de ce carbone qui est juste réémis quand le bois se décompose. Et du coup, c'est un équilibre entre ces questions-là. Tout l'enjeu pour l'avenir, et ça c'est très bien indiqué dans les rapports du GIEC,
c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à stocker du carbone. Il y a une grande partie des scénarios du GIEC qui font intervenir du stockage de carbone, que ce soit ce qu'a évoqué Stéphane pour la partie stockage profond. Mais ça peut être aussi au niveau de faire pousser des forêts de manière efficace et stocker ce bois ou brûler ce bois et capter le carbone pour le stocker. Il y a tout un tas de questions de ce type-là. Donc tout dépend un peu de précisément comment est-ce qu'on va entretenir la forêt et faire pousser les arbres. Et ça, c'est un sujet qui est assez complexe et sur lequel je ne vais pas me rentrer dans les détails, tout simplement parce que je ne les connais pas. Mais c'est juste quelque chose de assez complexe. Il y a Bertrand qui faisait une remarque directement liée à cette question. Il voulait savoir, rapporter à la planète, ça fait quoi 120 gigatonnes? Alors, ça dépend ce que tu veux dire par rapporter à la planète. Oui, je pense aussi. Alors, j'ai un espèce de teaser on est en train de refaire le poster climat qui va ressortir bientôt. Et dans ce poster climat, il y aura une analyse du cycle du carbone. Je peux peut-être vous retrouver. Là, en gros, ça montre à la fois les cycles de carbone et quelque part aussi la quantité de carbone qui est stockée dans les sols, dans la végétation et aussi sous forme de fossiles par exemple. Et la végétation, c'est un stock qui est pas négligeable, mais c'est pas le plus gros stock. Le plus gros stock, c'est vraiment dans les sols, au sein des sols. Et sinon, 120 gigatonnes, c'est comparable à ce que l'océan absorbe des gaz chaque année aussi. Alors, je ne sais pas comment je dois vous appeler, mais vous aviez demandé la parole. FRG, est-ce que vous voulez allumer votre micro et parler? Oui, c'est Franck de Citoyens pour le Climat. Je vais... Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais simplement rajouter que, effectivement, si on étend les surfaces de forêt, c'est très bien, ça va stocker du carbone. Il faut juste faire attention à pas que ces forêts brûlent, sinon c'est un petit peu comme le phénomène on remplit un seau avec du carbone. Mais si la forêt brûle, c'est comme si on renverse le seau. Ça repart tout d'un coup dans l'atmosphère. Voilà, c'est tout. Merci. Et c'est la même chose d'ailleurs pour le stockage géologique profond. C'est-à-dire que tout l'enjeu, et c'est des études fines qui sont faites actuellement, sur est-ce que on est sûr que ce carbone qui est stocké en profondeur va bien rester là où on le stocke, ou est-ce que s'il y a un séisme, par exemple, il pourrait être relargué, avec aussi des dangers de s'il est relargué d'un seul coup. Donc ça, c'est des sujets qui ne sont pas du tout anodins, et bien sûr, c'est quand même étudié avec beaucoup de sérieux. Je ne dis pas que c'est un point. Ok. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y a de nouvelles questions. Ah ben, donc j'ai l'impression qu'il y a une demande de prise de parole. Olivier, vas-y, tu peux y aller. Oui, c'était juste pour répondre sur l'ordre de grandeur de ce 120 gigatonnes. Qu'est-ce que ça représente? Le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que toute l'humanité, avec ses différents usages des énergies fossiles, etc., et puis donc avec le méthane, avec tous les autres gaz, envoie dans l'atmosphère entre 35 et 40 gigatonnes de CO2 par an. Donc, 120 gigatonnes, ça veut dire que rien que ce qui est absorbé dans la forêt, c'est 4 fois ce qui est émis par les humains. Là où c'est effectivement, comme disait Pascal, dommage, c'est qu'il y en a 120 qui sont absorbés, mais il va y en avoir aussi plus ou moins, alors un petit peu moins, peut-être 118 qui va être émis. Donc en fait, c'est vraiment une balance qui est gigantesque. Là-dessus, il y a un slide de Jean Covici, il faudrait que je le récupère pour avoir les chiffres, ils sont intéressants. Mais en gros, le cycle du carbone, on parle de milliers de gigatonnes. Et le problème, en fait, c'est que l'effet humain vient faire basculer cet équilibre du carbone dans l'atmosphère plutôt du côté du réchauffement. Et c'est cet effet-là qui nous pose problème. Parce qu'on vient ajouter ces 35 gigatonnes à un cycle naturel qui s'était équilibré et on vient créer un déséquilibre. Pour reprendre la logique de la baignoire, c'est vraiment, on a une baignoire où il y a un niveau qui est constant parce qu'on la remplit au même rythme qu'on la vide, et on est en train de rajouter un autre robinet ou un tuyau d'arrosage qu'on met par-dessus, et voilà, donc ça s'accumule un peu plus.
Alors après, tu avais une question. Je pense que donc on va retourner sur les arbres. Lima demandait est-ce qu'il est pertinent de s'orienter vers la transplantation des arbres plutôt que de les couper. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais peut-être que vous avez des réponses vous. Alors, il y a plein de solutions, juste pour dire que transplantation des arbres, en fait, ça veut dire quand même qu'on va garder des surfaces de forêt, et ça veut dire que c'est pas extensible à l'infini. Donc, j'ai pas de réponse toute faite sur le dire est-ce qu'il faut mieux les couper ou les transplanter ou compagnie. Tout dépend de quoi on parle. Si on veut compenser toutes les émissions de l'humanité, non, je suis à peu près sûr que c'est pas possible de le faire juste en plantant des arbres. Alors, est-ce que je peux préciser ma question? Vas-y, précise. Oui, bien sûr, vous pouvez préciser votre question, allez-y. Alors, la transplantation des arbres, ce serait les arbres qui sont dans le milieu urbain. Je parle notamment de tous les espaces verts et les espaces aussi privés, comme les jardins. Quand on a des projets urbains de pistes cyclables ou ce genre de choses et qu'on décide de couper les arbres plutôt que de les transplanter parce qu'aujourd'hui, la technologie le permet, est-ce que, à l'échelle nationale, voire internationale, parce que ça n'existe pas vraiment encore aujourd'hui, est-ce qu'il serait pertinent de développer cette filière, de garder les arbres qui existent déjà sans les couper pour éviter justement cette émission de CO2 qui stocke déjà et pour pouvoir peut-être les replanter plus tard dans un parc ou dans des jardins, etc. Alors, je pense que ça dépend de quoi on parle. Si on parle de stocker du carbone pour le climat, je ne suis pas sûr que ce soit une très grande valeur. Je pense que, en gros, il n'y a pas assez, ça représente pas un volume de bois et un volume de carbone énorme par rapport à ce qu'on peut faire en faisant d'autres types de réductions, type réduire notre consommation. Par contre, il y a un gros avantage que je vois à ça, c'est que en termes d'environnement urbain, par exemple, il a été démontré que quand il y a des arbres dans une rue, quand il y a une canicule, la température dans cette rue-là est beaucoup plus faible que s'il n'y a pas d'arbres. Donc pour toute cette partie, donc ça veut dire que pour toute la partie un peu comment est-ce qu'on subit les effets du dérèglement climatique, là par contre c'est très très pertinent. Donc je pense que cette histoire de transplantation c'est très utile en milieu urbain, pas tellement pour la partie stockage de carbone, plus pour la partie microclimat local. Ok, merci. Alors, Stéphane, tu voulais parler directement sur cette question, vas-y. Je ne connaissais pas du tout la transplantation, mais en première approximation, on va dire qu'une transplantation, si j'ai bien compris ce que c'est, ce serait éviter de couper pour brûler. Il y a une méthode qui est plus envisagée à l'échelle internationale, c'est d'utiliser beaucoup plus le bois comme matériau de construction. Parce que quand il est utilisé comme matériau de construction, il est quelque part, il est séquestré pour un certain nombre d'années, on peut dire une centaine d'années, et du coup, on peut le replanter et reséquestrer de nouveau du carbone. Si on prend un arbre dans la ville et qu'on le met dans un autre milieu, finalement, on n'a pas gagné grand-chose parce que il y a toujours un seul arbre, on l'a juste déplacé. Par contre, si on le coupe, désolant que ça puisse être, effectivement, les arbres en milieu urbain ont une importance, notamment sur la vapeur d'eau qui va être générée, la respiration de l'arbre. Le fait de le séquestrer dans des bâtiments humains, ça permet de séquestrer du carbone à des endroits où on a besoin de construire. Il y a aussi un effet qu'il faut pas négliger, c'est l'artificialisation des sols. Quand on plante une forêt, quand on fait une ville, on coupe de la forêt, donc on réduit des espaces naturels et ça provoque de l'artificialisation des sols. Donc, moi je pense qu'il faut plus s'orienter sur le fait de réduire nos surfaces construites et utiliser des matériaux de construction différentes. Et sur les surfaces qui ont été gagnées, replanter, alors soit favoriser les zones humides qui stockent également du carbone, soit effectivement replanter des forêts. Mais alors attention, une forêt, voilà, il faut que ce soit géré correctement avec des méthodes particulières pour pouvoir séquestrer du carbone de manière efficace et avec de la biodiversité également. Merci. Lina, est-ce que vous vouliez parler de votre point de vue aussi de la forêt, de la déforestation? J'ai vu que vous avez posté plusieurs messages. Est-ce que vous voulez prendre la parole avec le micro?
Sinon, Lina avait une question qui concernait un petit peu la hiérarchisation des priorités. Donc, je la lis telle quelle. Au lieu de penser à comment stocker donc certainement du carbone, mieux vaut ne pas émettre. Il y a plein de solutions, mais un changement de société est nécessaire. Donc, ouais, tout à fait. Je peux reprendre la parole là-dessus. En fait, on peut parler de ça, c'est intéressant. Il y a depuis octobre 2019, il y a le gouvernement et Emmanuel Macron qui a organiser une convention citoyenne pour le climat. Ça regroupe 150 citoyens, ils ont été tirés au sort, répartis sur des catégories qui représentent en fait les Français, donc en âge, sexe, les catégories socio-professionnelles, etc. Des chômeurs, voilà, vraiment tout un panel représentatif. Et ils sont chargés de travailler donc sur 6 week-ends d'octobre à avril. Donc là, ça a été un peu, pour l'instant, écourté. Ils devaient terminer leurs travaux en avril et rendre leurs différents travaux. Ils travaillent sur quoi? Sur consommer, sur le transport, sur l'alimentation. Et leur a été présenté en amont de cette convention les travaux du GIEC par des experts. Il y a eu Valérie Masson-Delmotte qui leur a présenté. Donc ils ont pris la plupart ont pris une petite claque, enfin une bonne claque, en voyant l'urgence climatique. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de baisser de 40% nos émissions en 2030. Tout en garantissant une justice sociale, en prenant en compte la justice sociale. Donc c'est un défi énorme. Les résultats de leurs travaux, ce seront des textes de loi, et ce sont des textes de loi, pour certains, le président de la République s'est engagé à les faire passer en référendum. Voilà, et pour ceux qui ne seront pas suffisamment précis, les textes de loi qui ne seront pas suffisamment précis, ils les feront passer en assemblée pour examen à l'Assemblée nationale. Donc c'est intéressant, et on peut se dire que des citoyens quand même justement vont prouver en fait voilà, c'est intéressant que eux puissent s'y mettre et qu'ils puissent justement diffuser à nous tous leur travail et comment ils l'ont fait. Il y a tout sur la gouvernance de cette convention. Elle est dirigée par des indépendants. Donc il y a vraiment c'est quelque chose de plutôt positif. On peut se dire effectivement que c'est très positif et qu'il faut communiquer au plus possible là-dessus pour que qu'on réduise nos émissions. C'est vraiment tout l'enjeu. Et par ailleurs, est-ce que on sait qu'il y a aussi déjà le Haut Conseil pour le climat qui a fait quand même un certain nombre de recommandations. Là, on peut dire que les citoyens, ils vont vraiment au cœur et sur des propositions concrètes, quoi. Voilà. Donc, on peut y voir quand même quelque chose de positif. Et ça, je pense qu'il faut d'ailleurs le relayer beaucoup. Les médias ne relaient pas, le gouvernement relaie très peu aussi lui-même. On voit très bien que sur le Covid, on a des recommandations toutes les 10 minutes sur ce qu'il faut faire. Voilà, on n'a absolument rien sur le climat. Voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ça dans les médias, quoi. D'accord, alors peut-être Olivier qui voulait soit s'exprimer, soit donner la parole à Pascal, je ne sais pas. Non, c'était pour rebondir sur la CCC et le besoin, donc la Convention citoyenne sur le climat, et le besoin qu'ils ont absolument en fait d'être soutenus par la plus grande part de la population, parce que juridiquement en fait les annonces que le président Macron a fait en termes de transcrire en fait les recommandations en loi ne sont basées que sur sa parole.
ce qui fait réagir beaucoup de monde, puisqu'en fait, il n'a fait qu'engager sa parole sans rien de plus. Et c'est pour ça que je crois que c'est Lina qui disait attendons de voir avant de conclure. C'est plutôt l'inverse, c'est que s'il ne conclut rien, il faudra que la plus grande majorité de la population soit derrière les citoyens de la CCC qui ont exactement la même posture. Hein. C'est-à-dire que la chose dont ils ont extrêmement peur, c'est que de n'avoir servi que de prétexte, alors qu'ils ont vraiment travaillé énormément, qu'ils ont pris leur grosse baffe climat comme nous, et donc il faut pouvoir maintenant avancer sur une question aussi urgente et importante. Et justement, Pascal, qui est là ce soir et qui intervient régulièrement ce soir, est le lien en fait entre Citoyens pour le climat et la Convention citoyenne. Donc, s'il veut rajouter quelque chose, j'ouvrais la porte. Non, j'ai rien à rajouter là-dessus, mais je trouve que ça répond pas mal à une autre question que j'ai vue dans le chat un peu plus tôt, qui est de dire quels sont les organismes qui ont un pouvoir d'obligation sur les émissions de gaz à effet de serre. La réponse est simple, il n'y en a aucun. Et c'est pas étonnant, je veux dire, le Haut Conseil pour le climat, il a été nommé par Macron, et c'est quoi, pas Macron, pas le gouvernement de manière générale, hein, peu importe quel gouvernement, c'est un Haut Conseil qui a une valeur consultative, et c'est tout. Et ça, c'est aussi un choix qu'on a fait collectivement, alors qu'on peut contester ou pas la légitimité démocratique de nos gouvernements, mais c'est un gouvernement élu, peu importe. Et donc, tant qu'on n'aura pas changé la priorité qu'on met ou pas aux enjeux climatiques, par nos choix de vote, par nos engagements citoyens, je vois pas comment ça va changer politiquement. Donc c'est tout un volet politique de comment est-ce qu'on porte cet engagement pour le climat, au-delà de juste des discussions comme on a ce soir sur le constat. Et c'est encore pire pour le GIEC, dans la mesure où le GIEC est juste là pour faire un bilan des connaissances, donc encore pire dans le sens, encore moins de choses à dire sur obliger les gens, dans la mesure où le GIEC fait juste un bilan des connaissances. C'est juste de l'information avec laquelle les gouvernements sont censés prendre des décisions. Il se trouve que tous les gouvernements au monde signent les rapports du GIEC, c'est-à-dire disent on est conscient qu'il y a un problème de réchauffement climatique, que ça va avoir des conséquences dramatiques, et que pour l'instant, il y a très très peu de pays qui prennent les mesures qui correspondent. Et ça fait, effectivement, comme le dit Olivier, ça fait 40 ans que les rapports du GIEC, les premiers, le sommet sur la Terre, c'est en 92, donc c'est un peu moins de 40 ans, mais où il y a un vrai consensus sur le fait que ce soit d'origine humaine et compagnie. Ouais, le consensus, il est là depuis plus longtemps. Mais par contre, la grosse synthèse par rapport du GIEC, c'est plutôt 30 ans ou 25 ans. Mais je pense que même depuis 20 ans, on n'a pas eu d'évolution majeure. Au contraire, on a continué à accélérer les choses, les émissions, donc le réchauffement et donc le dérèglement climatique. Je pense que c'est aussi une bonne façon un peu de terminer cette présentation, c'est de dire il y a quelque chose à faire et il faut qu'on s'en saisisse tous en tant que citoyens. Ok, merci Pascal. Alors on approche quasiment des 2 heures de présentation et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions en suspens. Donc à part ceux qui sont partis déjà, je les remercie également, mais en tout cas ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci d'avoir été là, d'avoir assisté à cette présentation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, de ce qu'on fait, de nos activités de médiation scientifique, d'aller voir notre site. Et la semaine prochaine, vous allez avoir le droit au programme à une conférence débat proposée par Yves Foucard, qui est un ex-retraité de l'Université de Lille, qui a dirigé un CNRS, qui a participé à l'établissement des premiers modèles climatiques français, et qui va vous parler de réchauffement climatique également et d'effet de serre. Je vous mets les liens dans le chat. Excusez-moi, je voulais juste rebondir sur la réponse qui m'a été donnée. Est-ce que j'ai une minute pour... Ah oui, pardon, parce que je ne regardais plus le chat du coup. Allez-y.
Par Et rapport après, je crois qu'il y a Marlène aussi qui a une question. aux organismes et effectivement au GIEC, il y a une information qui est très intéressante qui vient d'être donnée, c'est-à-dire que tous les gouvernements ont signé les rapports du GIEC. Je vais peut-être vous paraître un peu extrémiste, mais voilà, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Est-ce que c'est possible de porter plainte contre tous ces gouvernements de crimes contre l'humanité, sachant qu'ils ont signé ce rapport en étant stipulant d'être en pleine conscience de ce qui se passe et qu'ils ne font absolument rien? Alors, on peut parler de commentaires il y a une action en justice qui a été lancée qui s'appelle Notre affaire à tous, que je vous invite à aller voir, qui parle justement de ça, de l'inaction de nos gouvernements. Le petit point de limite que je dirais à ce genre d'action-là, c'est que collectivement, on n'est pas, nous non plus, on ne fait rien vis-à-vis des gouvernements. Collectivement, bien sûr. Je ne dis pas que vous, individuellement, vous ne faites rien, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'est pas à la hauteur collectivement. Et ce que font les gouvernements, c'est précisément entre autres, alors précisément, c'est toujours les limites les limites des démocraties. Hein. Je suis le premier à critiquer, à espérer, à vouloir plus de démocratie. Mais on a quand même un gouvernement relativement démocratique qui fait plus ou moins un mandat politique qu'on lui donne. Et actuellement, le mandat politique que lui donnent les Français, c'est clairement pas un mandat qui demande d'agir fermement face au climat. Actuellement, en tout cas. J'espère que ça va changer rapidement. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Bertrand. Et oui, il y a une question de cadre légal international qui n'est pas évident. Qui est sur comment est-ce qu'on peut attaquer ces gouvernements-là. C'est pas du tout évident en termes de cadre légal. Déjà, même au cadre français, notre affaire à tous, c'est pas du tout quelque chose de simple à mettre en place au niveau. Il y a des actions qui sont menées et qui sont réfléchies. Hein. C'est quelque chose qui se fait. Qu'est-ce que ça va donner comme suite? C'est pas du tout simple. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question concernant les différents organismes institutionnels, gouvernementaux, internationaux, quel est leur rôle. Et donc voilà, je pense que si vous voulez bien, on va en rester là pour ce soir.